On n'a pas écouté Laurent Delahousse, qui était également invité aujourd'hui, mais manifestement, il y avait moins de buzz autour de lui. Donc, écoutons Monsieur Delahousse sur quel sujet peut-être ? Sur l'impartialité. Pourquoi est-ce que votre JT, et je dis vous, mais c'est aussi celui en son temps de Madame Lapix, de Monsieur Bugier, intéresse-t-il proportionnellement à leur poids électoral 4 fois plus les électeurs socialistes que les électeurs du Rassemblement national ? Très compliqué d'analyser la sociologie d'un journal avec ces chiffres. En tout cas, la vocation du service public et du journal de 20 heures, son socle, le socle de la rédaction de France Télévisions, et c'est l'impartialité. Notre taux de confiance auprès des Français est de 73%, soit 17 points de plus que nos concurrents. 80% des Français nous regardent toutes les semaines. Aucun courant politique n'est boycotté dans les formats que j'incarne, et bien sûr, encore moins, bien évidemment, sur le plateau du journal. On publie, comme on vous l'a dit, toutes les listes d'invités. Donc voilà, j'entends ce que vous dites, mais il m'arrive, je reconnais assez peu d'étudier la sociologie des gens qui regardent le journal de 20 heures de France 2. Bon, quand j'écoute Laurent Delahousse, j'ai plutôt le sentiment qu'il est sur une volonté de ne pas afficher de préférence politique. Il y a chez lui ce côté de Rucker qui peut exister, de rassembler le plus grand nombre. Absolument. Et je serais bien incapable de vous dire... j'imagine peut-être pour qui il ne vote pas, mais il y a une volonté chez lui d'être un présentateur consensuel. Et de faire de la culture d'ailleurs avec 20h30 le dimanche, d'ouvrir le journal. Alors, en revanche, effectivement, sur la culture, c'est parfois des choix. La culture, ce sont des choix. Et il y a peut-être des invités, des écrivains qui ne sont pas mis en valeur. William Goldnadel, il n'a jamais été invité il écrit des livres, il pourrait l'être. Et il y a des artistes, parfois, on sait bien que c'est des choix idéologiques, parfois, de privilégier un artiste plutôt qu'un autre. Ils reçoivent très rarement, d'ailleurs je crois que moi je regarde très souvent 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse, j'ai jamais vu quelqu'un venir pour un pamphlet. C'est-à-dire que c'est des romanciers, c'est des chanteurs très populaires, c'est des cinéastes, c'est des acteurs, c'est des grandes stars, c'est Pierre très Ninet, gros invités. voilà, c'est Vincent Lindon, bien sûr. Mais c'est vrai que, en fait, tout ça est dans un espace politique, médiatique, assez consensuel. Ouais. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Et bien souvent, les artistes qui viennent... Vous avez jamais entendu un artiste dire je vais voter Rassemblement National. J'en ai pas entendu non plus dans le 20h de Laurent Delahousse dire je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé, l'honnêteté m'oblige à le dire. En tout cas, ça serait plus facile à entendre dans l'espace médiatique. Ça serait plus facile à entendre dans l'espace médiatique. Si, parce qu'il y a Capitaine Marlowe. C'est Capitaine Marlowe. Oui, donc, mais elle n'a jamais caché son engagement pour la gauche extrême. Mais bon. Oui. Bon. Alors, je voulais poser une question par rapport à Léa Salamé. Oui. Ce qui m'a gêné un petit peu tout à l'heure dans la séquence qu'on faisait, c'est que j'ai l'impression parfois qu'on ne voit Léa Salamé qu'au travers de Raphaël Glucksmann. Non, moi, c'est pas mon cas. Non. Justement, son émission, Quelle époque, je trouve que c'est une bonne émission. Je la regardais l'autre soir, d'ailleurs, samedi soir, il y avait David Pujadas qui était là. Tout ça était d'un bon niveau, je peux pas vous le dire autrement. Est-ce qu'on peut présenter le 20h et être avec quelqu'un qui est dans la politique, par exemple? Oui, mais ça, c'était le débat d'avant, Olivier Grédé. Là, on est passé à Laurent Delahousse. Il faut arrêter de faire des nuits blanches pour monter des vidéos YouTube. Mais j'ai pas pu en placer une tout à l'heure, donc je voulais... Juste une chose par rapport au journal de 20h, que ce soit d'ailleurs Delahousse ou Léa Salamé, la vraie question, c'est par rapport à ce que ça coûte, c'est l'audience que ça fait aussi, on n'en parle pas. Ça fait 5 millions de personnes. Oui, mais ça fait tout de suite 1,5 million, 2 millions de moins que TF1, alors que ça a toujours été le cas. France TV, France 2, c'est quand même 230 ou 240 millions le coût de l'information et 140 millions pour TF1. Et quand on pose la question ce matin à Léa Salamé pour savoir comment on peut expliquer le fait que l'audience soit pas autant au rendez-vous que TF1, si vous voulez fermer quelque chose, fermez France Info. Elle explique une chose qui, moi, m'a un peu amusé. Elle dit, pendant que TF1 fait un seul sujet sur l'Iran, donc sous-entendu, c'est pour ça que ça marche, nous, on prend le pari d'en faire 5. Effectivement, je pense qu'il y a une dynamique de chaîne. TF1 est devant France Télévisions depuis des années. Depuis des années. Mais quand j'étais adolescent, la grande chaîne de référence pour l'information, c'était Antenne 2. À l'époque, c'était PPDR d'ailleurs qui présentait, et il y avait une équipe, c'était l'équipe de Marcel Julien, qui avait lancé le journal. Il y avait Daniel Bilalian qui faisait le 12h45, il y avait Christine O'Krent qui faisait également le journal d'Antenne 2, c'était Pierre Desgroupes qui était le président d'Antenne 2.
2. Et Antenne 2 était devant TF1. Et TF1 est devenue première chaîne lorsque TF1 a été privatisé. Ouais. C'était l'information sur TF1 était très en difficulté. Le sport également était très en difficulté. Le sport, quand j'étais dans les années 75, c'était d'abord la rédaction d'Antenne 2, où il y avait Roger Coudert, Thierry Roland, et les grandes voix du sport étaient sur Antenne 2. Tu vas pas faire les 20 heures le 20 heures de France 2, ce qui coûte de l'argent. Non, mais ce que je veux dire par là, juste pour terminer, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire simplement, c'est que effectivement, le Français moyen qui nous écoute, il a peut-être pas envie d'avoir 5 sujets sur l'Iran. Voilà, c'est tout. Il veut qu'on lui parle de la vie qu'il vit au quotidien. C'est ça. Il n'y a pas 5 sujets sur l'Iran. Je peux vous dire que ça, ce n'est pas vrai. Hier, je le dis, c'est Madame Salamé. Eh ben, il n'y a jamais eu 5 sujets. Hier soir, Antenne 2 a ouvert précisément sur l'Iran, et c'était toujours intéressant de voir les ouvertures et de TF1 et de France Télévisions. Et il n'y a jamais 5 sujets sur l'Iran. Non, mais ils ont fait un quart d'heure sur le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est 16h54. Vous avez entendu la voix d'Olivier Benkemoun. On a 2 Olivier aujourd'hui. Hein, à 2 vous avez de la générations chance. différentes. Vous avez beaucoup de chance. Et il y en a un dont on comprend tout. 16h54. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Vous préparez les Césars ou pas, Olivier Benkemoun? Je prépare les Césars. C'est une belle année ou pas? C'est une très jolie année. Mais bien sûr, non, c'est une belle année. Mais pourquoi? Quel est votre film préféré cette année? Votre coup de cœur? Mon vrai coup de cœur? Sérieusement? Quoi? Il y a le film sur Godard, évidemment. Ouais, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré ce film. Donc, Nouvelle vague. Oui. Non, mais laissez parler Olivier Benkemoun, c'est le spécialiste. Non, mais c'était pas une très belle année de cinéma, si on est très honnête. Mais c'est à lui, je lui parle, à lui. Je ne dis rien. De toute façon, entre Bordet et Benkemoun, on ne peut pas en placer une. Donc... Moi, je demande même pas. Le Ozon est un très beau film. Le Ozon, L'étranger, vous avez aimé? Moi, j'ai adoré. C'est vrai? Oui. Bon. Mais encore, écoutez, il y a un moment, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Il y a 220 films qui sortent par an en France. Mais l'année 2024 était un très grand cru, Mais 2026 est bien parti. 2025 n'est pas un très grand cru de cinéma français. Olivier, quels sont les films coup de cœur que vous avez aimés? Par exemple, L'Ours dans le Jura. Mais oui, mais moi j'ai adoré ce film. Moi aussi j'ai adoré. Enfin, il y a qu'une nomination pour le scénario. L'Ours dans le Jura. Sabrina, vous allez souvent au cinéma? Non, malheureusement non. Je ne suis pas cinéphile, je vous l'ai dit, Pascal, je suis désolée. C'est vrai, vous ne voyez jamais aucun film au cinéma? Franchement, rarement. Parce qu'on peut aller au cinéma sans être cinéphile, mais pour le plaisir, vous n'aimez pas Non, c'est pas quelque chose qui me... qui m'attire. Mais L'Ours dans le Jura, c'est la plus grosse, le film qui a fait le plus d'entrées. Des films qui a fait le plus d'entrées. C'est les Tuches. Oui, 1,2 million. Enfin, les Tuches, c'est nommé, les Tuches? Non, pas du tout. Il pourrait le nommer. Et autrement, dans des films comme ça qui vous ont vraiment renversé, est-ce qu'il y a Non, j'ai trouvé ça très beau. L'attachement, c'est un joli film. C'est un film émouvant sur l'enfance, sur la disparition dans un couple, une femme qui disparaît, on élève des enfants. Tout ça. Moi, ça m'a touché en réalité. Une femme qui disparaît dans un couple. Une femme qui disparaît, qui meurt lors de l'accouchement de sa petite fille. Il se retrouve tout seul. C'est un film. C'est un film français. Bien sûr, et oui. On parle des Césars. Ouais. Et c'est un film de qui? De qui vous avez c'est avec Valérie Bruni-Tedeschi, par contre, là, je sais pas. Bon, je faisais ce petit intermède comme il restait 3 minutes et je voulais pas entamer le prochain sujet qui sera lié à ce qu'on appelle l'humour de France Inter avec Zoom Zoom Z. Karine Tardieu, l'attachement. Mais on va en parler évidemment après la pause et puis on parlera également des crêpes. On a la petite chanson crêpes, monsieur Fabrice David. Fabrice David, il est avec nous? Non, moi c'est Lafitte. C'est Lafitte, c'est pour ça que je ne répondais pas. Je vais vous écrire mon nom en gros. Non, Comment ça va, Fabrice Lafitte? C'était bien ce petit mariage? C'était très sympathique, oui. Les mariés étaient très jolis, oui. Les mariés étaient très jolis. Exactement. Et puis c'est vrai que cette mairie du 16e arrondissement... Elle est magnifique, c'est très joli. Les monuments des mairies de la Troisième République, c'est autre chose que ce qu'on construit maintenant. Et puis on dira bonjour à Alexandre Omar après la pause peut-être. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Donc on le dit avant la pause. Il s'est passé quelque chose ce week-end. Il a célébré son anniversaire. C'est vrai, mais vous nous avez pas invités. Lui aussi? Mais parce que celui officiel c'est demain et vous serez invité du coup. Demain, 3 février, vous êtes Verseau. Oui, Verseau. Ah, ça c'est un beau signe. À tout de suite. 16h, 18h, Pascal Praud et vous.
Et nous sommes toujours avec nos amis autour de la table, Sabrina Medjaber, Olivier Benkemoun, Christophe Bordet, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. On va recevoir également Alice Cordier tout à l'heure, qui est présidente du collectif Némésis, association de protection des femmes contre toutes les violences. Bonjour chère Alice Cordier. On parlera de l'affaire Daniel Bravo, consultant pour beIN Sport, qui a été suspendu suite à des propos jugés sexistes lors de la rencontre Paris Football Club contre l'Olympique de Marseille. Mais je vous annonçais tout à l'heure la commission d'enquête parlementaire pendant qu'elle se déroule, l'émission Zoom Zoom Zem, et notamment Camille Laurent, vêtue d'un costume de l'époque, qui a cru ou qui a pensé faire ce qu'elle appelle de l'humour. Pourquoi se casser le cul avec le suffrage universel quand la sélection naturelle marche aussi bien, quoi? Non mais fuck le droit de vote, rétablissons la peste. Voilà. Non mais balançons des poux pleins de typhus au siège du RN et voyons ce qui reste, voilà. Non mais je propose des petites solutions. Je pense que ça ferait une super comédie musicale. Jordan a une variole mortelle. Elle va le tuer en 3 jours. Jordan a une variole mortelle. Et Marion Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achète. Honteux. Mais c'est n'importe quoi. Non mais honnêtement, c'est assez minable. Ah oui, c'est minable. Voilà, ça ne dépasse pas le gala de fin de première ou de fin de terminale. Donc le problème, c'est que c'est vos impôts. Donc c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. C'est assez minable. Et de la même manière, tout à l'heure, qu'on disait qu'un présentateur de 20h ne pourrait pas être en couple avec un homme politique ou une femme politique du Rassemblement national, ou disiez-vous même de droite, de la même manière, toutes ces blagues sur le service public visent toujours... Si tu veux qu'on l'achève. Oui, si tu veux qu'on l'achève. Oui, bien sûr. Sabrina Medjaber, il n'y a rien à dire, parce que non, le problème, c'est qu'on a dit, on radote un peu nous-mêmes, puisqu'on dit souvent que ces humoristes qui n'en sont pas, c'est même pas, des messages politiques. Je trouve que c'est minable. C'est des messages à s'en prendre physiquement. Alors, vous avez raison, mais je me suis mal exprimé. Ouais. On peut pas dire qu'il y ait une, il y a beaucoup de qualité éditoriale politique dans ces messages. C'est le niveau zéro de la politique. Ouais. Voilà, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie. C'est de la bouillie, c'est de la violence, c'est minable, c'est conformiste. C'est une mise en scène en plus, parce que j'ai vu qu'elle était déguisée en Marie-Antoinette. C'est la ligne idéologique de Patrick Boucheron, le grand historien francophobe, pro-immigration, qui nous a quand même, offert un spectacle pendant la scène des Jeux Olympiques, en tout cas l'ouverture de la scène des Jeux Olympiques, à qui on doit la décapitation de Marie-Antoinette. Donc on est dans cette lignée de l'extrême gauche violente dans les propos, l'appel à la violence, l'appel à la haine, l'appel à la mort. Bon voilà, c'est un classique parmi les classiques chez l'extrême gauche. Mais pourquoi cet humoriste n'est pas viré par la direction de France Inter, par exemple? Parce que précisément, il se cache derrière étiquette humoriste. Parce que là, ils entendent bien quand même. Mais parce qu'il se cache derrière l'étiquette. Mais ils ont eu l'affaire avec Guillaume Meurice. Tu te caches derrière humoriste. Et qu'ils ne sont pas d'ailleurs, parce que en l'espèce, cette sortie n'est pas spécialement drôle, mais les gens applaudissent parce que, en fait, tu arrives devant ce public-là et tu es haineux sur la droite, les gens applaudissent. Voilà, c'est-à-dire tu manifestes ta haine contre la droite, les gens sont contents. Voilà, parce que tu as un public en face qui est assez haineux également, donc qui a envie de manger de la droite. Moi, je me demande s'il y avait un humoriste, par exemple, qui officiait ici à Europe 1 ou ailleurs, et qui appellerait à tuer, je sais pas, moi, Jean-Luc Mélenchon et Madame Sophia Chikirou. Mais ça serait la porte tout de suite, je peux vous dire. Comment est-ce que ce serait vécu, je pense, dans la question que je pose, dans la sphère médiatico-politique? Il y en aurait partout, voilà, on dirait que diraient les journaux, les journalistes, des chaînes autres ce qu'ils diraient, on les connaît, je peux écrire leur papier avant. Donc c'est ça qui est formidable. Ils sont convenus, c'est vous qui avez dit convenus, conformistes. C'est ça, vous savez, le talent c'est rare. Et c'est bien le problème de tous ces jeunes gens. C'est lacunaire là. Ça dirait le retour de la peste bonne. Merwan Ben Lazar qui avait écrit des horreurs. Il avait écrit des horreurs sur des... Il avait dit que les femmes devaient être à la cuisine, sinon elles deviendraient obèses.
Il a dit que ceux qui regardaient Miss France étaient des porcs, et je ne parle pas de la sémiologie, parce que la sémiologie, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans les médias. Je repense au rapport de François Jost, qui a été à l'initiative de la commission d'enquête parlementaire qui concernait CNews. La sémiologie de Merwan Belazar, je crois, est typiquement celle d'un salafiste. C'est ce qu'on appelle les salaf saleh, c'est-à-dire les compagnons du prophète qui imitent le mode de vie du prophète. Merwan Belazar en est la parfaite incarnation. Écoutons-le ce qu'il a dit, parce que je crois qu'il parle de moi. Et mesdames et messieurs, avant de commencer cette chronique, j'aimerais rappeler quelque chose d'important. Les fachos détestent le service public et j'aime imaginer Pascal Praud tomber sur cette image. Tomber sur moi à la place du prêtre dans une cathédrale. Et oui, balancer son verre de whisky sur l'écran en criant « Il est insupportable, vous êtes insupportable !» Moi j'ai rêvé de ça toute ma vie, les gars, faire le prêche dans une église. Après on m'a dit qu'elle était désacralisée, je sais même pas ce que c'est, je sais pas, elle est désacralisée pour qui. J'ai pas demandé ce que ça voulait dire désacraliser, j'ai peur que la réponse ça soit en laissant j'ai pas demandé comment on désacralisait une église, pardon. En plus, il y a une attaque évidemment de l'Église, parce qu'aller faire ce show précisément dans une église, même si elle est désacralisée, il y a aussi un sous-texte là-dedans. Vous feriez pas cela dans un autre lieu de culte désacralisé. Donc tout cela va avec, mais vous avez une direction qui est inopérante ou qui est aux abonnés absents. Vous remarquez que la commission d'enquête, la commission à l'Assemblée ne sert absolument à rien. Alors là, si, parce que sur Zoom Zen, ils voulaient convoquer, souvenez-vous, toute l'équipe, parce que Merwan Belazar avait dit qu'il fallait arrêter de recevoir les gens du Rassemblement National et mettre en place un cordon sanitaire. Moi, je propose un cordon sanitaire autour de Merwan Belazar. Ça sera, à mon avis, beaucoup plus efficace, parce que c'est quand même hallucinant que ça soit nous qui payons ce mec. Et cette pauvre... ce mec. Sinon, je dis pire. Mais non, dites pas, parce que vous-même... mais non, dites cette personne, cet humoriste, cette fausse humoriste. Non, pas cet humoriste. Cet humoriste à barbe. Enfin, dites ce que vous voulez, comme ça, ça sera plus simple. Et cette dame déguisée en Marie-Antoinette, qui aussi est minable. Voilà, justement, c'est des gens minables. Écoutons-la, Camille Laurent, sur le parallèle entre les frères musulmans et Bruno Retailleau. La menace est réelle, les frères Mus, ils sont contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre l'interdiction des thérapies de conversion. Comme Retailleau en fait. Mais alors, vous voyez, vous êtes d'accord, allez, faites-vous des petits bisous là. Camille Laurent, deuxième passage sur les électeurs du Pas-de-Calais. C'est pas normal que les gens inondés dans le Pas-de-Calais votent 50% RN. On ne peut pas les laisser croire qu'il pleut à cause des immigrés. On ne va pas s'en sortir. C'est vraiment très drôle, c'est fin comme blague. Camille Laurent sur la police. Vous avez droit d'être fasciné par la police. Juste sachez qu'en 2021, 3/4 des flics actifs avaient l'intention de voter RN. Donc voilà ce qu'on entend sur le service public.